Vous êtes candidat sortant du parti présidentiel, vous vous présentez à votre réélection dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vos concurrents sont nombreux, on va les citer. Il y a Sylvie Giovanni des régionalistes, Olivier Fessa de l'Union de l'extrême droite, Jeanne Astolfi de Reconquête, Carole Couronne des écologistes, Marcel Slama de l'extrême droite, Stéphanie Brun de Divers Droits, Corinne Morel de l'extrême gauche, Christine Juste du Nouveau Front Populaire, Tess Janon de Divers Centres et Serena Zouagui qui représente les Républicains, votre ancienne famille politique. Vous faites la une ce matin de la Provence avec Sabrina Agresti-Roubache et Claire Pitola, des confrères qui titrent « Les députés Renaissance très menacés ». Est-ce que vous vous sentez menacé, Lionel Royer-Perrault ? Écoutez, ça reste une élection par nature avec beaucoup d'enjeux, mais je ne me sens pas particulièrement menacé pour la simple et bonne raison que c'est une élection qui n'a rien à voir avec les élections européennes, en ce sens où l'ancrage territorial, la connaissance du candidat a un impact beaucoup plus fort que pour une élection européenne où en fait on vote pour des listes et on vote souvent d'ailleurs pour exprimer un mécontentement ou des colères. Après cette élection surprise interviennent dans un climat social, politique, international qui est quand même, il faut bien le reconnaître, très délicat et très difficile. Et donc par nature, cette élection reste un vrai challenge, c'est une évidence. Mais pour ce qui me concerne, je suis très serein. Les Républicains ont choisi de dresser un candidat face à vous. Quelle a été votre première réaction ? On sait par exemple que dans la première circonscription, les Républicains ont choisi de ne pas présenter de candidat face à Sabrina Agresti-Roubache. Ça n'est pas votre cas. Non, mais écoutez, je cherche pas d'abord à avoir d'explications. Je pense que pour la démocratie, c'est bien que l'ensemble des partis politiques puissent déposer une candidature. Je crois pas qu'il faille à tout prix être dans des calculs politiques ou d'apothicaires pour savoir si la présence ou non de candidats républicains peut gêner ou pas. Je pense qu'en fait, cette élection, c'est une élection de la clarification. C'est en tous les cas ce qui a été dit par le président de la République en justifiant cette dissolution. Et donc, si on veut clarifier, eh bien, il faut que chaque courant de pensée puisse se présenter. Donc, pour ce qui me concerne, je n'ai pas à juger de cela. Le candidat républicain qui, le sujet chez moi dans cette circonscription, c'est que l'ensemble des candidats ne sont pas de la circonscription. Ils sont tous partis, ou ils arrivent tous du 6e et 8e arrondissement, comme si finalement il y avait plus de place dans les 6e et 8e arrondissements et que donc il fallait trouver un lot de consolation dans la circonscription des 9e et 10e arrondissements. Je trouve quand même que c'est d'abord faire assez peu de cas de ce que sont les électeurs des 9e et 10e arrondissements. Je pense qu'ils méritent mieux. Deuxième sujet, je pense que c'est un territoire qui a de véritables enjeux, parce qu'être député, c'est pas que voter la loi, c'est aussi défendre des dossiers qui ont trait au développement du territoire, et donc pour les défendre, il faut les connaître. Voilà. Et quand je vois que mes adversaires, alors certains arrivent du 8e, d'autres du 7e, d'autres du nord de la ville, d'autres une de Cannes, ou qui passent beaucoup de temps à Cannes. Bon, bref, très sincèrement, je ne vous cache pas que ça a le don de m'interpeller et de m'exaspérer, parce que je trouve que c'est assez méprisant finalement vis-à-vis des habitants des 9e et 10e arrondissements. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des mesures concrètes que vous allez défendre pour les habitants de votre circonscription ? D'abord, je voudrais rappeler que c'est parce que j'étais député que j'ai obtenu le maintien du commissariat de Mazargues. La sécurité est un véritable enjeu dans ce territoire, et donc j'ai obtenu ce commissariat, le maintien de ce commissariat. J'ai obtenu l'affectation de quasiment une quarantaine de nouveaux policiers pour les quartiers sud, pour justement venir lutter contre la délinquance du quotidien. Et j'ai également œuvré au fait qu'il y ait des compagnies de CRS complémentaires, notamment dans les cités où il y a des difficultés. J'ai également obtenu le biocluster en immunologie-immunothérapie sur Sainte-Marguerite, 97 millions d'euros investis dans Sainte-Marguerite, dans la recherche, pour la lutte contre les cancers. Je veux dire, c'est aussi des choses qui peut-être peuvent apparaître anodines pour les gens, mais qui sont quand même, me semble-t-il, importantes, notamment pour rebooster l'hôpital Sainte-Marguerite et en faire un vrai lieu de recherche fondamentale et appliquée en matière de lutte contre les cancers. Et puis typiquement, en ce moment, il y a les travaux du tramway dans mon secteur municipal, dans cette circonscription, et j'ai obtenu un financement dans le cadre du plan Marseille en Grand
sur ce tramway, ça veut dire que vous avez des contribuables de Dunkerque ou de Grenoble qui paient le tramway de Marseille. Enfin, je veux dire, donc c'est aussi ça le travail d'un député. Et puis il y a effectivement les projets nouveaux, et dans les projets nouveaux, je parlerai notamment du boulevard urbain sud, qui est un vrai sujet dans mon secteur, et l'idée c'est d'arriver à trouver les financements pour enfouir en souterrain le boulevard urbain sud, sur la partie Cabot, Mathilde et jardins familiaux. C'est une véritable attente et c'est un vrai combat, et ce combat, si on veut le gagner, eh bien il faut que je sois député. C'est pas simplement en étant conseiller municipal qu'on arrivera à le gagner. Alors on va parler du programme que vous portez, et notamment les annonces prononcées par le Premier ministre Gabriel Attal, notamment la suppression des frais de notaire pour l'achat d'un premier logement, l'achat groupé des fournitures scolaires, la création d'une mutuelle publique à 1 euro par jour. Bref, une succession de mesures. Ma question est simple, comment aujourd'hui réussir à convaincre ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent ? Non mais quelque part c'est un faux procès qui est fait à quelques gouvernants que ce soit, d'ailleurs, que ce soit au niveau local, national. En fait, vous vivez dans un monde qui bouge. Et donc, vous prenez des engagements pendant le temps électoral, et puis vous les adaptez au fur et à mesure que la situation à laquelle vous êtes confronté au quotidien s'impose à vous. Donc en fait, la réalité, c'est que durant les mandats passés et les années passées, on a supprimé par exemple la taxe d'habitation. Je crois pas que personne ne se plaigne que on ne paye plus la taxe d'habitation. Nous avons supprimé la redevance audiovisuelle. Je ne crois pas que l'on se plaigne de ne plus payer la redevance audiovisuelle. Lorsque nous avons été confrontés au Covid, que personne n'avait imaginé un seul instant, l'État, le fameux quoi qu'il en coûte, que d'aucuns aujourd'hui décrit parce que ça a plombé quand même un peu les finances publiques, un peu beaucoup d'ailleurs les finances publiques. Enfin, tout le monde était bien content de rester à la maison, de se protéger et d'être payé. Et si les entreprises ont pu payer les salariés, c'est parce que l'État est venu au secours des entreprises. Quand il y a eu la crise en Ukraine avec l'augmentation du pouvoir d'achat, les conséquences de la crise en Ukraine, ça a été l'augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation de l'inflation. Alors, on a eu une inflation à 5,5, 6%. C'est important, c'est vrai, c'est trop, toujours trop. Enfin, regardez ce qui était en Italie, en Espagne, on était à 10, 12%. Et nous avons aidé. Nous avons fait le chèque énergie, ça nous a coûté 20 milliards d'euros cette affaire. Voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui c'est facile de dire on va raser gratis, je vois les programmes des adversaires d'un seul coup 290 milliards d'un côté, 150 milliards de l'autre, bref, il n'y a pas de recette où on va taxer les riches, tellement simple, voilà, mais enfin la richesse, si vous la taxez en France, elle ira ailleurs, hein. Ne croyez pas que les choses se résoudront comme ça. Donc si vous voulez, à partir de là, eh bien il faut avancer avec des idées nouvelles, et je trouve que les propositions notamment sur les droits de succession portés par Gabriel Attal sont des mesures de bon sens qui permettraient une meilleure transmission du patrimoine et qui, à mon sens d'ailleurs, reboosteraient très clairement, je dirais, la politique patrimoniale. L'ambiance de cette campagne est délétère, notamment pour la communauté juive, sans cesse stigmatisée, même les faits divers les plus sordides, comme le viol de cet enfant de 12 ans il y a une semaine à Courbevoie parce que juive, n'a pas soulevé l'indignation attendue. Comment expliquer que les 68 millions de Français ne soient pas dans la rue, Lionel Royer-Perrault, pour crier leur indignation face à la haine du juif ? Écoutez, d'abord, j'espère que ce soir, dans le cadre de la manifestation qui va se tenir devant le palais de justice et à laquelle j'invite évidemment toutes et tous à s'y rendre, et j'y serai bien évidemment, il y aura beaucoup de monde, et quelles que soient, je dirais, les orientations politiques, toutes celles et tous ceux qui combattent l'antisémitisme, toutes celles et tous ceux qui portent même le combat de l'antisionisme, qui combattent l'antisionisme, eh bien, doivent être mobilisés, parce que effectivement, cette montée de l'antisémitisme en France est une réalité maintenant depuis trop longtemps, et notamment depuis la résurgence du conflit israélo-palestinien et l'attaque des terroristes du Hamas. Moi qui suis vice-président du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale, et qui suis également membre du groupe d'amitié France-Israël, et nous avons auditionné encore très récemment un certain nombre d'acteurs qui nous sensibilisent à ces faits, à la résurgence de ces faits. Je crois qu'il faut être surtout extrêmement d'abord mobilisé. Il faut évidemment condamner. Le magistère du verbe a toujours du sens en démocratie, mais il faut bien évidemment aller
au-delà. Or, moi, ce que je constate, c'est que nous vivons dans une société qui est électrisée, dans une société où vous avez des partis politiques qui ont fait de la lutte du juif contre le juif leur fonds de commerce et qui, aujourd'hui, essaient de dresser les communautés les unes contre les autres. Or, moi, ma conception de la démocratie, et plus singulièrement de la République, ça n'est absolument pas cela. Je veux dire, mon rôle d'élu, notre rôle d'élu, me semble-t-il, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens vivent ensemble. Et quand j'étais maire des 9e et 10e arrondissements, vous savez, nous avons une très forte communauté juive présente, j'ai toujours souhaité, je me suis toujours attaché à faire en sorte que les manifestations que nous organisions étaient ouvertes à tous et que les juifs en particulier puissent se sentir en sécurité et puissent participer à cela. Et je crois que c'est le sens de la démocratie, c'est le sens surtout de la République, c'est la notion de la République. On peut avoir des croyances religieuses différentes, et c'est même plutôt simple, vous êtes catholique, vous êtes juif, vous êtes musulman, vous êtes athée, vous êtes protestant, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais ça c'est votre conviction religieuse propre. Vous, par contre, quand vous êtes dans l'espace public, quand vous êtes, je dirais, dans la vie en communauté, eh bien, vous vivez ensemble. Et quand je vois aujourd'hui des élus qui attisent les haines, eh bien, effectivement, ça m'inquiète. Et moi, je suis le candidat de l'apaisement. Voilà, je suis le candidat de ceux qui veulent que l'on vive de façon apaisée, en sécurité dans ce pays. Et cela passe bien évidemment par un durcissement des lois, bien évidemment, mais au-delà du durcissement des lois, c'est l'application stricte de la loi. Parce que les lois, elles existent en fait. Mais il faut bien reconnaître que quelquefois, la justice a une appréciation très variée ou variable des dispositions législatives adoptées. Le Rassemblement national a annoncé hier sur les ondes de Radio J à Paris qu'il autoriserait finalement l'abattage rituel pour les viandes cachères et halal. Est-ce que le Rassemblement cherche des voix auprès de la communauté juive selon vous ? Oh ben, incontestablement. Le Rassemblement national est dans une optique de normalisation. Et donc, ils font tout depuis leur élection pour apparaître comme des gens, je dirais, bien sous tout rapport. Bon, je rappellerai simplement à ceux qui nous écoutent que il y a un député Rassemblement national, député élu déjà, du Var, Frédéric Boccaletti, qui est à la tête d'une librairie antisémite et antisioniste. Ce monsieur n'a jamais été exclu du Rassemblement national. Si véritablement ils avaient changé, si véritablement ils condamnaient les écrits antisémites, antisionistes, mais ce monsieur qui est aujourd'hui député du Var, qui a de nouveau obtenu son investiture et qui peut-être sera réélu dans 15 jours, ce monsieur devrait être exclu du Rassemblement national. Donc il ne s'agit pas de faire des déclarations, d'ailleurs on a bien noté que le Rassemblement national depuis 10 jours revenait sur tous les engagements de campagne qu'ils avaient pris, que ce soit sur les sujets tels que vous les évoquez, comme sur les autres sujets économiques ou sur la retraite. La retraite à 60 ans, ça y est, c'est fini. Sur la privatisation des autoroutes, ça y est, c'est fini. Enfin bref, tout ça montre bien qu'en fait, il n'y a pas de corticalité chez eux. Aujourd'hui, c'est le propre du populiste. Le populiste vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Et donc, comme vous êtes dans une situation difficile, que la France est confrontée à une situation délicate, eh bien, on a envie d'y croire, parce qu'on a envie d'essayer, parce qu'on se dit, pourquoi justement, pas. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que les Juifs se tournent vers le Rassemblement national ? Parce que c'est une réalité, une partie de la communauté juive semble séduite par ce discours, semble avoir oublié qu'il s'agit du parti de Jean-Marie Le Pen. Oui, d'abord, je pense que, premièrement, c'est à nous, de rappeler ce qu'est l'histoire. Moi, encore récemment, j'ai croisé des gens de la communauté à qui je rappelais ce qu'était le rôle de la Shoah, des nouvelles générations, et qui, il faut bien le reconnaître, ne semblaient pas être plus sensibilisés à la chose. Donc, je pense qu'il y a déjà ce travail-là, parce que, je le redis, ces gens-là n'ont pas changé. Les extrêmes restent toujours les extrêmes. Et sous le vernis, vous verrez que très rapidement, le naturel reviendra au galop. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous savez, quand je discute avec la communauté, ce sont les sujets de sécurité. Les Juifs ne se sentent plus en sécurité dans ce pays. Et donc, du coup, ils estiment que, malgré le fait que, notamment à Marseille, on ait eu 500 policiers de plus, malgré le fait que la justice ait vu ses moyens renforcés, que les magistrats, que les prisons n'ont jamais été aussi pleines, donc ça veut dire qu'il y a des condamnations qui tombent, voilà. Mais malgré cela, il y a une explosion des actes antisémites
très nettement lié au conflit israélo-palestinien et à la résurgence donc de ces deux blocs là qui s'affrontent, et avec ces LFI qui ne cessent de vouloir attiser la haine, ne cessent de vouloir dresser les musulmans contre les juifs ici en France. Et donc vous avez une communauté qui est à cran, qui est à fleur de peau, qui ne voit plus de perspective ici dans ce pays. Et l'autre jour j'étais à Saint-Tron, je faisais une visite de quartier à Saint-Tron et je tombe sur deux jeunes qui avaient été en poussette avec leur petit bébé, nés en France, de confession juive, qui n'étaient jamais allés en Israël, jamais, et qui me disaient, au mois de juillet on part. Voilà. C'est un échec de la République d'abord. Voilà, c'est évident que pour ce qui me concerne, je peux pas le vivre comme quelque chose d'acceptable. Ça veut dire, ça doit nous interroger bien évidemment encore plus sur le fait d'aller encore plus loin. Je pense qu'il faut arriver vers ces fameuses peines planchées automatiques, vous voyez, qui font que quand il y a des actes antisémites notamment, eh bien le couperet tombe sévèrement, de façon à ce que nous ayons une réponse pénale qui soit systématique. Je pense que ça c'est important. Et puis il faut effectivement que la communauté ait conscience que on ne doit pas céder à cette tentation de voter Bardella parce que c'est pas la famille Le Pen, donc il est plus jeune, il a une image plus douce. Bon, non, vous savez, tous ces gens restent ce qu'ils sont. Quand vous voyez encore que un des candidats RN, je crois que c'est dans les Côtes d'Armor, minimisait le rôle de la Shoah en laissant entendre que la Shoah c'était presque quelque chose d'assez naturel. Enfin, je veux dire, écoutez, c'est pas possible ça. Et la communauté s'apprêterait, ou une partie de la communauté s'apprêterait à voter pour des gens comme cela. Mais moi, je ne peux pas comprendre cela. Et en même temps, dans cette circonscription des 9e et 10e arrondissements, vous avez un ami de la communauté juive qui est engagé, qui défend. Moi, quand il y a eu les attaques du Hamas, je fais partie des députés qui ont visionné le fameux film fait par Tzahal. Donc, j'ai vu ce que c'était. Ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous êtes là à tous les événements effectivement organisés par les institutions juives, systématiquement à Marseille. D'une part, et puis quand j'étais maire, j'organisais moi-même en mairie toute une série de choses, la quinzaine israélienne, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, je suis aussi, au lendemain du 7 octobre, je suis allé dans toutes les synagogues de mon secteur. Voilà, pour témoigner de ma solidarité, de mon amitié, et du fait qu'il fallait qu'on reste unis, ensemble. Or, le Rassemblement national et les LFI sont dans une logique de division. Voilà. Et vous ne construisez pas un pays, vous ne projetez pas l'avenir d'un pays dans la division et dans, je dirais, la radicalisation et dans l'électrisation du débat public. Ce n'est pas possible, ça ne tiendra pas. Alors vous parlez beaucoup de la France insoumise, vous ne parlez pas du nouveau Front populaire. Pourtant, effectivement, il y a une alliance des gauches qui s'est formée à la suite de la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Vous avez fréquenté des députés du Parti socialiste au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui se sont alliés, qui ont pactisé avec le parti de Jean-Luc Mélenchon et qui aujourd'hui, évidemment, ont du mal à faire campagne parce que les gens se sentent trahis? Non mais écoutez, c'est la honte absolue, mais ils se haïssent entre eux. Ils se haïssent. Enfin, moi je le vois, j'ai largement eu le temps de les observer, d'un côté comme de l'autre de l'hémicycle. Comment vont-ils travailler ensemble? Je siégeais jusqu'à minuit tous les soirs, donc j'ai eu le temps de les observer, je vous prie de croire. Bon, ils se haïssent, mais ils ne travailleront pas ensemble. Ça n'est qu'un accord de circonstances, un accord électoral. Et dès que les élections seront passées, ils reprendront le cours des choses et ils ne voteront pas ensemble un certain nombre de mesures. Ils se taperont dessus parce que c'est ainsi. Vous avez été surpris de cet accord ? Oui et non. Oui et non, parce que j'ai tout de suite perçu, et je pense que c'est d'ailleurs une des grandes erreurs d'appréciation du président de la République, que face à la menace d'une majorité Rassemblement national, la gauche surmonterait ses divisions pour apparaître unie. C'était mécanique. C'était mécanique. Voilà. Et là où le président de la République pensait que face aux divisions de la gauche et du fait qu'il y aurait que 3 semaines de campagne, la gauche n'arriverait pas à surmonter ces divisions et que donc quelque part on se retrouverait dans des duels Rassemblement national, majorité présidentielle et que donc in fine on arriverait à avoir une majorité absolue. C'est la grande erreur d'appréciation du président de la République dans cette affaire. Et donc aujourd'hui vous avez une gauche qui est unie
de façade, hein. Ne croyez pas un seul instant qu'elle se soit retrouvée. Bon, pour satisfaire tout le monde, vous avez un programme qui coûte des centaines de milliards d'euros. On en revient à des choses qui sont juste impossibles. Enfin, typiquement, hier, je lisais sur le programme concernant le logement. Eh bien, vous ne pourrez plus expulser les mauvais payeurs. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez quelqu'un qui le squatte ou qui est mauvais payeur, eh bien, vous ne pourrez plus l'expulser. Ben, c'est ça qu'on veut. Voilà. Sans parler, pour revenir à votre question, moi j'ai été très déçu par Raphaël Glucksmann. Bon, je n'ai pas d'approche particulière pour Raphaël Glucksmann, c'est pas mon courant de pensée. Mais j'avais une forme de respect, je vous le cache pas. Parce que je trouvais, voilà, un garçon qui finalement faisait une campagne plutôt honnête. Et au final, il vous fait mouse costaud là, avec ses petits bras musclés en disant regardez, on va créer une nouvelle gauche, tout ça. Ça c'est le dimanche, et le lundi il s'aplatit devant Mélenchon et il passe un accord avec Mélenchon. Mais moi je dis aux gens qui ont voté Raphaël Glucksmann, qui ont fait confiance à cette nouvelle voie d'une gauche social-démocrate ou autre, qui se sentent trahis, je dis mais votez pour le bloc central dès le premier tour. Dès le premier tour. Ne faites pas confiance à ces gens qui, de toute manière, une fois que les élections seront passées, repartiront comme en 40, en se tapant dessus et en se haïssant. Mais quand je parle de la notion de haine, mais je vous assure, c'est vrai, je les ai vus dans l'hémicycle se battre entre eux. Une question un peu plus personnelle pour finir cette interview, Lionel Royer-Perrault. Pourquoi vouloir vous représenter en tant que député ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous anime à vouloir y aller malgré la violence de la vie politique et la situation inquiétante dans laquelle se trouve notre société? Mais d'abord parce que j'ai la passion de mon territoire, que je pense que mon rôle c'est de le servir, c'est de le défendre, c'est de le préserver, de le protéger, que je suis très vraisemblablement sur les 12 candidats qui s'opposent dans cette circonscription, celui qui connaît le mieux tous les enjeux du territoire. Donc j'ai pas besoin d'une formation accélérée, je saurais être opérationnel dès le lendemain donc du second tour. Et puis deuxièmement parce que je pense être celui qui est le mieux à même de battre le Rassemblement national. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un candidat dans cette circonscription qui n'a que pour seul fait d'armes d'être le compagnon de chasse d'Éric Ciotti. Cette personne a été investie parce qu'il chasse avec Éric Ciotti. Attendez, à un moment donné, si faire de la politique, ça se résume à ça, excusez-moi du peu, mais on est tombé bien bas. Et puis parce que je pense quand même que nous traversons des temps qui sont très de turbulences très fortes, c'est incontestable, et qu'il faut des parlementaires aguerris, solides, et si vous me permettrez aussi, honnêtes. Voilà. Et donc, et dans ces temps perturbés, chahutés, eh bien, je pense que ça fait partie de ces valeurs qui sont nécessaires à mettre en avant. Voilà. Et donc, j'ai hésité 24 heures, je ne vous le cache pas, parce que je m'attendais pas à cette dissolution. Je me suis levé le dimanche, j'étais député, je me suis couché, j'étais plus. Donc, autant vous dire que c'est quand même assez violent, humainement parlant. Bon, et je me suis dit effectivement, que faire ? Mais je pense que voilà, les combats sont beaux lorsqu'ils sont menés, ils sont difficiles, c'est certain, mais la victoire n'en sera que plus belle. Merci beaucoup Lionel Royer-Perrault d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Merci. Je rappelle, député sortant, candidat de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. À bientôt. Merci à vous et à bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous et n'oubliez pas notre rendez-vous ce soir en direct. Je recevrai le maire de la ville, Benoît Payan, et le président de la région Sud, Renaud Muselier, pour nous décrypter cette campagne législative.